Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres de cette édition. Kigali, laboratoire de l'excellence académique, la Guinée en quête de références solides, des échanges autour de la formation des élites africaines, le programme Simandou comme levier stratégique et de nouvelles perspectives pour la mobilité des étudiants guinéens. Et puis à Ninagbe, route absente, vie ralentie, accès difficile à l'eau, à l'école et aux soins des femmes et des enfants face aux urgences du quotidien. Une résilience qui défie l'oubli, c'est le grand format de cette édition. Culture, une scène à l'ébullition à Conakry, des orchestres au sommet de leur art, 3 mois de compétition intense, un public conquis, une ambiance parfaite et un seul vainqueur, le génie du live. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la télévision nationale. À Mamou, les obsèques de l'opérateur économique El Hadj Ibrahima Bari, connu sous le nom de El Hadj Guelguedji, se sont déroulées. Le Premier ministre Amadou Ouriba a représenté le président de la République Mamadi Doumbouya en présentant les condoléances officielles à la famille du défunt. Autorités religieuses, administratives et personnalités diverses ont également effectué le déplacement pour rendre un dernier hommage à cette figure du secteur économique guinéen. Adi Kamara. Mamou, terreau fertile des grandes figures du commerce guinéen, s'est réveillé dans une atmosphère lourde de recueillement. Ici, le Premier ministre chef du gouvernement fait son entrée pour prendre part aux obsèques de celui que beaucoup considèrent comme un pilier discret mais essentiel du développement local, El Hadj Alpha Guelguedji Bari. Le chef du gouvernement est accueilli avec tous les honneurs par les autorités administratives et locales dans une commune de respect et de sobriété. Très vite, le cortège officiel s'est fondu dans la marée humaine, venu rendre un dernier hommage à cet opérateur économique dont l'engagement a irrigué le tissu commercial de la Guinée. Nous prions Dieu le Tout-Puissant Allah qu'il ait plusieurs El Hadj Guelguedji à Mamou, puisque ce qu'il a laissé, c'est une trace vraiment historique. Nous souhaitons qu'il ait beaucoup plus de ses fils dignes, pareils, qui peuvent vraiment jouer un rôle majeur dans le cadre du développement de ce pays. Donc c'est un deuil national. Depuis qu'on est né ici, grandi ici, on n'a pas vu plus que El Hadj Guelguedji à Mamou. Il a fait mosquée, il a fait école, il a fait tout, on ne peut pas parler tout. Une vie au service des autres. Natif du village de Koumi, El Hadj Alpha Guelguedji Bari laisse derrière lui l'image d'un homme profondément humain, actif, gentil et d'une rare bienveillance. Un homme inoffensif dont la générosité a contribué à faire germer des initiatives durables dans sa ville natale. Ce que nous retenons de lui, c'est que c'est une grande personnalité religieuse et socialement qui était très bien. Et la preuve en est que vous avez vu la masse qui est là. Nous n'avions pas eu une cérémonie aussi grandiose pour des funérailles comme ça là. Lors de la prière sur le corps du défunt, les fidèles, unis dans la foi, ont imploré le Tout-Puissant Allah de lui accorder sa miséricorde infinie. Entre invocation et silence habité, l'émotion est palpable, sincère et profonde. Je suis là au nom du président de la République, au nom du gouvernement et au nom du peuple de Guinée pour rendre un dernier hommage à une grande figure de la société guinéenne. Cette grande figure s'est illustrée dans le monde du commerce, dans le secteur privé et à cet égard il est dépositaire d'une tradition, d'une mémoire. Et c'est un des baobabs de ce secteur qui s'endort aujourd'hui. Et c'est tout à fait logique et tout à fait normal que la République, la nation, lui rend ce dernier hommage mérité parce que c'est une des grandes figures de l'histoire de la République de Guinée. Les sincères condoléances de la nation, du président de la République et du gouvernement. El Hadj Alpha Guelguedji Bari s'en va, mais son héritage demeure.
celui d'un homme qui a su bâtir sans bruit, rassembler sans bruit et aimer sans mesure. Maman perd un fils, la Guinée perd un repère, mais dans les cœurs, son souvenir restera vivant comme une sémence éternelle dans la mémoire collective. Qu'il repose en paix, Amin. 56 commandos des forces spéciales guinéennes quittent le pays avec une mission à affirmer leur savoir-faire. Destination la Côte d'Ivoire pour l'exercice Flintlock 2026, un cadre exigeant où se joue performance, coordination et maîtrise opérationnelle. En plus de l'exercice, c'est une image, une discipline et une fierté nationale qu'il emporte avec eux. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamano. Alignés, concentrés et déterminés, ces jeunes commandos du détachement du groupement des forces spéciales GFS sont prêts à franchir une nouvelle étape de leur engagement au service de la nation sous le drapeau. Venus du camp Koundara, ces soldats d'élite ont quitté Conakry pour une importante mission d'État en Côte d'Ivoire. Objectif, prendre part à un exercice militaire grandeur nature. Il s'agit notamment de Flintlock 2026. À la manœuvre, le général de brigade Mokhtar Kaba, commandant du groupement des forces spéciales GFS. Une présence forte pour encadrer un moment stratégique dans la montée en puissance de cette unité d'élite. La cérémonie de départ empreinte de rigueur et de symboles est présidée par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Malik Diakité, représentant le général Ibrahima Sori Bangoura, chef d'état-major général des armées. Face aux troupes, le message est clair et direct. Sans contour ni détour, le général Malik Diakité est catégorique. Il insiste sur la discipline, l'exemplarité et le patriotisme. Car au-delà de la mission, c'est l'image de toute une nation que ces soldats guinéens porteront à l'étranger. Puis vient l'instant le plus fort, la remise solennelle du drapeau au détachement du GFS. Un acte qui incarne l'honneur, la responsabilité et la confiance placées en ces vaillants hommes par le chef suprême des armées, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Un geste lourd de sens. Focus sur l'essentiel, les missionnaires reçoivent ce symbole avec honneur et humilité pour hisser plus haut le tricolore national à ce rendez-vous des grandes armées du continent. Dans un esprit de loyauté et d'abnégation, ces commandos quittent ainsi le sol guinéen. Toujours résilients, ils promettent de revenir plus forts, plus prêts et plus aguerris pour poursuivre leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale au service exclusif de la République. Ils partent avec une seule mission, honorer la nation. Pendant ce temps, les forces de défense renforcent leur dispositif. Dans la région des Erekoré, une tournée militaire vise à améliorer les capacités opérationnelles. De Kissidougou à Gekedo, les unités sont appelées à plus de vigilance et de coordination. Adjudant-chef Omar Kamara. Le chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, Mamadou Doumbouya, tient à cœur la sécurité intérieure et celle le long de nos frontières terrestres. C'est dans cette dynamique que le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre conduit cette importante mission dans les unités relevantes de la 4e région militaire des Erekouri. Objectif, procéder à une restructuration des unités d'infanterie en vue d'une gestion efficiente des ressources humaines. Premier coup d'arrêt, la compagnie d'infanterie de Kissidougou et le bataillon autonome de Gekedou. Nous sommes mandatés de venir faire ce travail. Vu l'importance de cette restructuration, il ne peut pas rester sans que ce travail ne soit fait, sans que les unités de l'armée de terre ne soient organisées. Sans cette organisation, nous ne pouvons pas faire des opérations appropriées. Il nous faut d'abord avoir des bases, les bases solides, non seulement pour le matériel, mais pour le personnel également. Donc j'attache du prix à ce travail. Les commandants d'unité, mettez-vous à la tâche et même quand nous allons quitter, il faut continuer à maintenir et faire les missions, envoyer les gens en fonction de leur groupe,
de leur section, de leur compagnie. Cette mission du général de division Tamba Kalastono traduit la volonté des autorités militaires à renforcer la cohésion, la discipline et l'efficacité des troupes déployées sur les parties stratégiques du territoire national. Mes remerciements pour les dispositions prises le long de nos frontières. Mais ces dispositions ne doivent pas se limiter là. Ça doit continuer. Vous allez continuer à veiller plus que hier. Ces remerciements m'ont été donnés par les autorités de Conakry. À Kissoudjougou, tout comme à Guékédou, les commandants d'unité, à travers une projection, ont présenté à la mission leur plan de défense opérationnelle conformément au document unique d'organisation. À noter que cette mission se poursuivra dans les autres unités de la 4e région militaire des Zérékouris. Sans transition, à Kankan, 150 militaires achèvent leur formation commando. 4 mois d'entraînement intense pour répondre aux exigences du terrain. Une promotion baptisée en hommage à l'adjudant-chef Moussa Dumessi. Reportage 2e classe, Mathieu Massaré. À Kankan, la garnison militaire de Soronkoni a servi de cadre à la cérémonie de clôture de la formation de 150 militaires du groupement des forces d'intervention rapide. Durant 4 mois, ces hommes ont été formés aux techniques modernes de combat. Cette 7e promotion de la 4e compagnie porte le nom de l'adjudant-chef Moussa Dumessi, en hommage à ce compagnon de lutte disparu. Dans une ambiance empreinte de patriotisme, les récipiendaires ont reçu leur béret rouge, symbole de leur passage au rang de commando. Commando de la 7e promotion de la 4e compagnie, le béret que vous porterez n'est pas un trophée, c'est une responsabilité. Portez-le avec l'humilité, servez avec honneur et n'oubliez jamais que l'échec n'est pas une option. Pour les encadreurs, cette formation marque une avancée significative dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes. Autre aspect important de cette formation, le renforcement des relations entre l'armée et les populations civiles, un pilier essentiel pour la stabilité et la cohésion nationale. Désormais, vous n'êtes plus tout à fait les mêmes. Vous avez acquis des compétences nouvelles, mais surtout un état d'esprit indispensable à la force d'intervention rapide. La capacité d'agir avec efficacité, sang-froid et discipline, même dans les situations les plus critiques. Pour joindre l'acte à la parole, les nouveaux commandos ont procédé à la démonstration tactique devant les autorités et les populations, illustrant ainsi leur maîtrise des enseignements reçus. Ce que nous avons vu ici est vraiment exceptionnel. C'est une discipline qui contribue à la valorisation de nos cultures, mais aussi à la défense de l'intégrité territoriale. À travers cette formation commando, l'armée guinéenne franchit une nouvelle étape dans sa marche vers l'excellence. Une dynamique impulsée par le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, et soutenue par toute la hiérarchie militaire. Dans un autre registre, les partis politiques sont appelés à plus de rigueur dans leur organisation et leur gestion. Compte congrès, assemblée générale, cotisation, rien ne sera laissé au hasard. Pour encadrer ce processus, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation lance l'élaboration d'un manuel d'évaluation des partis politiques. Objectif, renforcer leur crédibilité et consolider la paix sociale. Amadou Touré, Abdul Razak Souma, reportage. Pour assainir le paysage politique en Guinée conformément aux dispositions de la loi en la matière, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction générale des affaires politiques, lance les travaux d'élaboration du manuel d'évaluation des partis politiques. Quand on a fait l'évaluation en 2024, le Haut Commissariat des droits de l'homme et toutes les institutions qui nous ont accompagnés ont apprécié la procédure d'évaluation des partis politiques et ont recommandé que pour des mesures de transparence, qu'il est important de centraliser toutes ces dispositions et toute la procédure administrative et technique dans un document et partager avec l'ensemble des partis politiques et les acteurs impliqués dans l'évaluation des partis politiques. Comme ça, chacun saura
quels sont les critères qui ont présidé leur évaluation. Cette démarche de réforme et d'assainissement du paysage politique engagée par le département de l'administration du territoire et de la décentralisation vise à renforcer la moralisation et la crédibilité des partis politiques en Guinée. Il convient de préciser que cette évaluation n'a nullement pour objectif de nuire à un parti politique, encore moins de restreindre des libertés fondamentales. Bien au contraire, elle vise à instaurer une primauté du droit, à garantir le respect des textes en vigueur et à encourager les bonnes pratiques démocratiques. Chacun de nous, en ce qui le concerne, est appelé à faire preuve de responsabilité, de compréhension et parfois de sacrifice. Ces différentes initiatives indiquent la dynamique de réforme et de modernisation ambitionnée par les autorités du pays en vue de la mise en place des institutions crédibles et solides pour une démocratie au service de la Guinée. Dans cette dynamique de réforme, la Guinée enclenche une nouvelle étape avec la validation de l'initiative de développement du capital humain, former, soigner, accompagner les bases d'un changement durable, un virage stratégique pour placer l'humain au cœur des politiques publiques. Reportage Mamadou Salouba. Dans sa transformation économique et sociale, la Guinée place le développement du capital humain au cœur de ses priorités. Ici, le ministère du Plan, de la coopération internationale et du développement, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, valide le document du projet de l'initiative de développement du capital humain. La véritable recherche de la Guinée ne réside pas seulement dans ses mines ou ses terres, mais dans la force, la créativité et la résilience de ses citoyens. Alors, le capital humain est le socle de tout développement durable et inclusif. Le document de projet que nous allons valider aujourd'hui représente bien qu'un cadre technique. Il traduit une vision commune, un engagement collectif et une volonté politique forte de placer l'être humain au centre du développement. Dans un contexte de forte croissance démographique, la Guinée mise sur l'éducation, la santé et l'emploi pour faire du potentiel de sa jeunesse un levier de développement économique. Le projet qui est donc soumis à votre validation se distingue par son caractère justement intégré et structurant. Il repose sur une articulation cohérente entre l'éducation et l'excellence académique, la santé et la sécurité nutritionnelle, l'emploi et le développement des compétences professionnelles, la gouvernance et le pilotage moderne des politiques publiques. Cette approche est en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable. Elle reflète notre volonté de passer d'actions fragmentées à une logique de résultats intégrés et mesurables. Avec la validation de ce document stratégique, la Guinée franchit une nouvelle étape dans le développement de son capital humain, une dynamique alignée sur le programme Simandou 2040. Sur le continent africain, à Kigali, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique poursuit sa tournée dans des institutions académiques de référence à l'African School of Governance. Les échanges ont porté sur la formation des élites et le développement du capital humain. Au centre des discussions également, Simandou Academy et les opportunités de mobilité pour les étudiants guinéens. Mounir Barry. Pas de répit pour la délégation guinéenne à Kigali, la capitale rwandaise. De l'école des sciences et technologies à l'African School of Governance, les ambitions sont clairement affichées. Redynamiser la coopération scientifique et favoriser la mobilité académique entre Kigali et Conakry. C'est un grand honneur pour nous de recevoir Madame la ministre et le fait qu'elle soit venue à AIG et en faire une priorité nous va droit au cœur parce que le partenariat est critique et central à la mission d'AIG.
Au Rwanda, les programmes et filières d'enseignement sont conçus en adéquation avec les stratégies de développement national. Un modèle d'excellence et de qualité que la Guinée entend s'approprier et traduire en actions concrètes dans des institutions d'enseignement et de recherche du pays. On va formuler la coopération, c'est entre enseignants et étudiants, et ça va commencer au mois de septembre, parce que la rentrée c'est en septembre. Donc il y a les quick wins, on a vu les secteurs miniers, les informatiques et AI, donc c'est ça. Mais on est vraiment honoré d'avoir la ministre chez nous. Dans le cadre de cette initiative, nous avons eu des discussions très franches et nous avons eu des quotas, les discussions sur la rentrée prochaine, et que l'initiative Simandou Academy puisse envoyer des brillants étudiants guinéens directement dans cette école, dans les programmes de master et également dans des exécutives qui concernent aussi des professionnels de l'administration publique. Donc cette visite se couronne vraiment de succès parce que nous avons déjà des quick wins pour la rentrée prochaine afin que des Guinéens puissent être accueillis dans des écoles d'excellence, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou encore cette école de gouvernance. Donc le temps est donné et nous pensons que nous allons travailler ensemble afin que cette volonté des deux chefs d'État puisse se concrétiser. À l'école panafricaine African School of Governance, plusieurs pistes de partenariat ont été explorées. Au cœur des échanges B2B, la formation du capital humain, la promotion de l'excellence académique et le développement des programmes dédiés aux professionnels de l'administration publique guinéenne. La ministre de l'Enseignement supérieur a également effectué de nombreuses visites dans des universités et centres de recherche scientifique en vue de co-construire des programmes alignés sur la vision des autorités guinéennes. Toujours dans le registre des réformes, le projet Escale entre en action. La première session du comité de pilotage met l'accent sur une priorité, garantir la sécurité sanitaire des aliments à travers la mise en place d'un centre d'inspection et de quarantaine. Les autorités entendent renforcer le contrôle des marchandises. Falilou Diallo pour en savoir un peu plus. Le commerce et l'infrastructure de qualité occupent une place centrale dans la protection des consommateurs et la sécurisation des échanges. Le projet Escale se veut ainsi un outil stratégique dans le renforcement de la souveraineté économique en Guinée. Au cours de cette première session du comité de pilotage, la sécurité sanitaire des aliments était au cœur des débats. Nous sommes chargés d'appliquer la convention du projet du Centre de technologie d'inspection de quarantaine sur tous les produits entrants et sortants en Guinée. Ce projet vient renforcer nos structures. L'idée à la base, c'est comment faire en sorte que les produits qui entrent en Guinée, qui sortent, respectent, n'est-ce pas, les standards en termes de normes les plus rigoureux. Pour ce centre de technologie, d'inspection et de quarantaine des produits entrants et sortants en Guinée, cette session s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la sécurité sanitaire, de la conformité des produits et de la protection des consommateurs. Ce projet Escale qui va nous aider à faire un renforcement de capacité de tous les sectoriels qui se retrouvent au niveau de nos frontières en termes de contrôle de qualité de nos produits marchands en entrée et en sortie. La présente session du comité de pilotage doit justement permettre cette mise en cohérence. Elle doit nous aider à aligner les interventions, à clarifier les responsabilités, à valider une méthode de travail et à fixer des priorités opérationnelles réalistes. Cette session marque également le lancement effectif du projet, dont l'ambition est de moderniser le système d'inspection et de mise en quarantaine des marchandises aux frontières. À Boké, le vol de bétail et la dévastation des cultures continuent d'opposer éleveurs et agriculteurs. Face à cette situation, le procureur annonce des mesures plus strictes pour restaurer l'ordre et prévenir les conflits. Reportage Younoussa Tawele Kamara. En plus des mines, la région de Boké est également une zone à vocation agropastorale. La problématique du vol de bétail et la dévastation des champs agricoles est souvent récurrente dans cette zone. C'est pourquoi le procureur du tribunal de première instance de Boké a invité les éleveurs et agriculteurs venus des différentes sous-préfectures et districts de la préfecture de Boké. Nous avons pris des dispositions idoines pour minimiser
les nombreux conflits qui assaillent le secteur à Boké. Désormais, il faudrait que la direction préfectorale de l'élevage et de l'agriculture accepte de délivrer des carnets d'identification du bétail aux différents présidents des 9 sous-préfectures de la ville de Boké. Il faudrait que les gens cessent d'abattre les animaux en brousse parce que chaque animal porte une marque. Si nous prenons désormais un animal en provenance d'une sous-préfecture dont la peau et la tête n'existent pas, les convoyeurs seront interpellés et ceux qui les ont mis en mission seront identifiés et interpellés également. Après avoir écouté attentivement le procureur du tribunal de première instance de Boké, les acteurs de ces deux couches socio-professionnelles ont décidé de travailler en synergie. Je suis très content de cette rencontre. Elle nous a permis de comprendre de nouvelles mesures afin d'éviter désormais le vol du bétail et la destruction des champs agricoles. Nous allons tous respecter les consignes du procureur. Le procureur a demandé aux agriculteurs de ne pas blesser les animaux, de ne pas les tuer. Quand tu prends un animal dans ton champ, de l'attacher tout doucement, d'envoyer devant une juridiction et de porter plainte. Les prochains jours, Amadou Diallo compte rencontrer également d'autres éleveurs et agriculteurs de la région de Boké pour leur expliquer la nouvelle stratégie mise en place pour lutter efficacement contre le vol du bétail et la destruction des champs agricoles par des animaux. Dans le registre humanitaire à Kankan, la santé des détenus mobilise les équipes de l'hôpital régional. Une nouvelle opération médicale gratuite a permis de prendre en charge plusieurs cas urgents. L'initiative s'inscrit dans le respect des droits fondamentaux en milieu carcéral. Diamokaba Toumani Diallo, reportage. Des idées noires et le moral à plat, tel est le quotidien des détenus qui doivent purger des peines à la maison centrale de Kankan. Sous réserve des restrictions liées à la privation de liberté d'aller et venir dont ils font l'objet, cette population carcérale a aussi droit d'accès aux soins. Une journée solidaire est organisée pour livrer gratuitement des soins d'urgence de qualité. Quand quelqu'un est privé de sa liberté et il est malade, ça nous fatigue, nous qui les gérons. Donc, si l'hôpital régional de Kankan fait ce geste magnanime à l'endroit des personnes privées de liberté, on ne peut qu'être content. Il y a 2 ans, nous avons eu à faire des enquêtes ici. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui sont infectés, qui ont des infections. Et nous recevons aussi beaucoup de personnes à l'hôpital qui viennent nous voir pour même des pathologies chirurgicales. Donc c'est une population malade. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Une journée pas comme les autres pour soutenir l'engagement du pays en matière du respect des droits de l'homme. Les autorités sanitaires régionales et préfectorales accompagnent le processus pour freiner la propagation des maladies infectieuses dans ce milieu carcéral. L'objectif, c'est de les rééduquer pour une bonne réinsertion sociale à leur sortie. Et nous voulons leur montrer l'exemple qu'il faut être utile à sa société, il faut être utile à son prochain. Ce n'est pas la première fois que Fremba est en train de faire cette action humanitaire. Nous l'encourageons, nous le félicitons. Ça va en droite ligne avec les priorités, les directives de notre ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. L'assainissement des coins et recoins de la maison centrale de Kankan, au cœur également de ce coup de pouce pour s'attaquer aux problèmes d'insalubrité, source de plusieurs maladies. Un plan d'action patriotique pour appuyer les gardes pénitentiaires afin de renforcer la conscience collective. On en vient au grand formant de cette édition, au bout de la piste, à un village, Ninagbe, dans la préfecture de Mamou. Là-bas, l'enclavement complique tout. Se déplacer, se soigner, s'éduquer, manque d'eau, déficit d'enseignants, absence de sages-femmes. Une réalité difficile, mais les populations résistent. Grand format signé Mamadou Paté Baldé. Depuis quelques années, la route de Wurikaba-Ninabe devient de plus en plus impraticable à cause du mauvais état de la piste.
Pour joindre Nyinabé, les habitants sont obligés de s'embarquer à bord de motos à 4 à cause de l'absence de véhicules. Pour une distance de 16 km, les usagers parcourent 3 à 4 heures de temps. Pendant la saison hivernale, on peut faire 3 à 4 jours sans traverser ce marigot. Nous commissionnons les enfants qui peuvent nager pour aller nous chercher des condiments en Sierra Leone. Parce que les engins ne pourront pas passer en ce moment. Et nous, on reste bloqués ici. Cette piste relie plusieurs localités de la sous-préfecture de Wurekaba jusqu'en Sierra Leone. Pour faciliter les échanges commerciaux et la libre circulation des personnes et de leurs biens, les populations riveraines munies des instruments aratoires procèdent à l'entretien de la piste, comme ici à Bogoreto. Nous travaillons avec des pelles, des pics, des houes, des coupes-coupes et des brouettes pour permettre aux véhicules d'accéder à notre village. Quand la saison des pluies arrive, nous sommes coupés des autres villages. On peut faire 3 à 4 jours sur cette montagne de Bogoreto. Pourtant, Nyinabé est réputé comme grenier de la préfecture de Mamou. À cause du mauvais état de la piste et la rareté des véhicules de transport sur le tronçon, s'ajoute aussi le manque d'eau potable à l'école primaire de l'âge Sekounabé de Nyinabé. Nous avons 150 élèves dans cette école et ils ne disposent pas d'eau potable. Et les enseignants n'ont pas encore de logement. Dans cette école qui compte un effectif de 150 élèves, garçons et filles, l'on note aussi le manque d'enseignants et de logements, bien que l'école dispose du matériel didactique pour la formation des apprenants. Il y a encore l'accès pour venir. Si par exemple on peut rester ici, on nous appelle, venez à Wurekaba. Bon, comme ça, la cité n'a pas un moyen de déplacement. Et heureux sens, comme le gouvernement m'a fait face à ça, ils m'ont donné une moto par rapport à ça. Donc ça, c'est un peu allégé. Je suis le mère de 2 enfants. Une fille, un garçon, mais j'ai laissé mes 2 enfants là. C'est ma maman là-bas. Mais depuis que je suis venue ici, il y a un peu de souffrance ici. Il n'y a pas de l'eau. Et les enfants encore, quand ils rentrent à l'école ici, celui qui vient ici le matin, il ne vient pas. Le soir. Et encore une semaine ou bien 2 semaines comme ça, les enfants ne viennent pas. Ils sont en train de faire sortir les enfants à l'école. Dans le but d'améliorer les conditions sanitaires des populations, Nyinabé dispose depuis plusieurs années d'un poste de santé en mauvais état avec 2 agents de santé. Malgré l'existence de l'infrastructure, l'hôpital est en manque d'équipement, bien qu'il existe des consommables. C'est un village, il y a certaines femmes qui se gênent pour venir faire l'accouchement avec un homme au poste de santé. Mais avec tout ça, elles viennent petit à petit. Mais pour que ça soit un peu plus simple, je veux avoir une femme à côté de moi ici pour la gestion des femmes enceintes. Nous n'avons qu'un seul médecin dans notre secteur et on se comprend bien avec lui. Mais nous n'avons pas d'eau ici. Le poste de santé n'a ni de lit, ni de sage-femme. Aujourd'hui, malgré son utilité et son importance dans le développement socio-économique de la localité, ce tronçon freine l'élan des citoyens, surtout en saison hivernale. Cette route est un axe très important qui, pendant la saison hivernale, est difficilement praticable. C'est seulement les engins à 2 roues que les citoyens utilisent. La réhabilitation de cette piste va faciliter la fluidité de la circulation, les échanges commerciaux et l'ouverture de Nyinabé aux autres localités du pays et certains pays voisins comme la Sierra Leone et le Libéria. Et pourtant, ailleurs, des solutions émergent. À Topata, un poste de santé moderne vient d'être inauguré pour rapprocher les soins des populations, une infrastructure qui redonne espoir à toute une zone longtemps confrontée au manque d'accès aux services sociaux. Reportage lancé Kamisoko.
Dans le district de Tokpata, c'est un vent nouveau qui souffle en ce jour inaugural de plusieurs infrastructures sociales de base. Un poste de santé moderne, entièrement construit et équipé, 2 bâtiments de 3 salles de classe rénovés, c'est le geste du président de la République Mamadi Doumbouya afin de booster le processus de développement local. Pour les populations bénéficiaires, c'est un rêve qui se concrétise. Ces infrastructures qui présentent l'avenir des citoyens de Tokpata et des villages riverains, notre communauté attendait depuis longtemps la construction de cet édifice sanitaire. Grâce au soutien de son Excellence Mamadi Doumbouya. Doté d'une ambulance médicalisée pour les références et les contre-références, ce poste de santé bénéficie de l'attention particulière des autorités sanitaires de Zérékoré. De façon très réaliste, les services spécifiques tels que la vaccination, la CPN, l'accouchement assisté, la CPS, la CPC, la planification familiale, les services de PTME, nous allons faire en sorte que tous ces services soient disponibles dans cette formation sanitaire. Illustrant la volonté et l'engagement des plus hautes autorités du pays à rapprocher les services de santé des populations, la mise à disposition de cette infrastructure de proximité vise à garantir à chaque citoyen un accès équitable à des soins de qualité. Cette initiative s'aligne parfaitement avec le pilier 5 des objectifs stratégiques de la vision Simandou 2040 qui met un accent particulier sur le développement du capital humain, notamment à travers l'amélioration de l'accès aux soins sociaux de base dont la santé constitue un socle fondamental. Et je sais que Tokpata, avec l'accueil de ces édifices, la joie que j'ai vue, la joie que j'ai sentie en la population, je sais que vous êtes engagés à bien entretenir, à prendre soin de ce bijou. Ce poste de santé est le 88e du genre, fonctionnel à date dans le district sanitaire de Zérékoré, dont plus d'une vingtaine ont été construits sous l'ère CNRD. Après les efforts, place à la reconnaissance. Les acteurs du secteur de la santé se sont retrouvés autour d'un dîner de gala à Conakry, un moment de bilan, mais aussi de dissection des acteurs engagés à l'initiative du think tank COP Guinée. Amadou Bailobari, Isiaga Kamara. Au terme de la première édition du Forum médical et pharmaceutique de Guinée, organisé par la structure think tank COP Guinée, un dîner de gala a été offert aux participants, suivi d'une remise de satisfecit. Les récipiendaires se disent satisfaits et sollicitent la continuité de l'initiative. Nous passons de la réflexion à la reconnaissance. Les prix Fonds Pharma 2026 viennent jeter un projecteur mérité sur celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, œuvrent sans relâche pour améliorer la santé de nos populations. Une satisfaction pour nous, le personnel, avec beaucoup de succès, que ce prix soit vraiment continuel pour nous. En outre, vu les questions de formation, de production de médicaments, de traitement et de mise à jour des agents, de production locale de médicaments et d'autres thématiques, ce forum s'est avéré comme un véritable adjuvant dans la proposition des solutions pour faire face aux défis sanitaires à travers le pays. Une telle initiative est à saluer à plus d'un titre, quand on sait qu'il est très difficile de regrouper tous les acteurs au même endroit. Et nous souhaitons que cette initiative se pérennise, et que chaque année qu'on puisse s'améliorer, et que je suis convaincu que la deuxième édition sera encore meilleure à la première, et avec les apports des uns et des autres, et surtout avec les suggestions faites et les recommandations formulées lors de la première édition. La structure think tank COP Guinée annonce les couleurs du prochain forum et ambitionne de garder le cap avec les partenaires pour faire de la performance de l'écosystème de santé guinéen une réalité. Ouvrons à présent la page culture. Le livre s'apprête à prendre le devant de la scène. 3 jours d'effervescence, de débats et de rencontres autour de la 18e édition des 72 heures du livre. Les 23, 24 et 25 avril prochains, auteurs et passionnés se donnent rendez-vous autour de la création et de la pensée. Au lac Gbasikolo, les organisateurs ont levé le voile sur les grandes orientations de cet événement culturel incontournable. Alpha Isiagaba, Ousmane Ba. C'est une conférence de presse qui annonce les couleurs de la 18e édition des 72 heures du livre. L'événement mobilise acteurs du monde culturel, littéraire,
et amoureux de la culture. Cette année, c'est Fourikaria qui est la préfecture invitée d'honneur. Fourikaria est prêt à vous recevoir au bord du fleuve Kissi-Kissi le 26 avril 2026. C'est une réalité que nous vivons et surtout une responsabilité que nous portons. Celle d'accompagner une jeunesse connectée, ambitieuse, talentueuse, à transformer le numérique en un levier de création, d'innovation et d'impact positif pour notre société. Plus qu'un événement littéraire, les 72 heures du livre sont considérées comme un espace d'échange d'idées culturelles et met surtout en avant le génie créateur guinéen. Les 72 heures du livre, ce n'est pas seulement un salon. C'est une aventure humaine, c'est une aventure culturelle, c'est une aventure profondément guinéenne. Une aventure qui, depuis 18 éditions, nous rappelle que le livre n'est pas un objet silencieux posé sur une étagère, mais une force vivante, une force qui éveille, relie, élève et transforme. Nous célébrons le livre avec autant de ferveur, c'est parce qu'une vision forte s'est imposée, celle de faire de la culture un pilier stratégique du développement national conformément au programme Simandou 2040, notamment en son axe 2 dédié à l'éducation à la culture. Oui, la culture n'est plus périphérique dans notre pays, elle est centrale, elle est structurante, elle est un levier économique, social et identitaire puissant. Les 72 heures du livre se tiendront les 23, 24 et 25 avril prochains à Conakry. Au même moment, le Salon de la lecture Salek referme sa 6e édition sur une note de satisfaction, une édition marquée par l'engagement des élèves et la mise en lumière des meilleurs profits récompensés pour leur performance. Un moment de célébration autour du savoir, de la lecture et de l'excellence. Les échos de la clôture avec Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. Après 4 jours de compétition entre ces élèves venus de plusieurs établissements de la capitale, l'on arrive au dernier virage, l'heure de la proclamation des résultats. L'école Mangué Junior. Les lauréats sont célébrés, chacun reçoit le prix qui lui revient. Je suis contente d'avoir participé à cet événement. Je voudrais que l'État contribue pour que cet événement soit encore plus beau et que beaucoup d'écoles puissent participer. C'est encourageant. Et quant à moi, qui est non seulement parent d'élèves et humanitaire aussi, je pense que dans les prochains jours, on verra sur quel volet collaborer avec cette structure, c'est-à-dire Salek, cette organisatrice, pour pouvoir accompagner aussi ces genres d'activités. Outre les élèves, des personnes ressources reçoivent aussi des satisfecits. Puis, c'est le tour des invités venus de 9 pays d'être célébrés. Une 6e édition qui a déjoué les pronostics en faisant le carton plein. Sincèrement parlant, je manque mes moyens, je perds mes mots. Je pense que c'est une aubaine que nos différents départements de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur doivent vraiment saisir pour continuer davantage à mettre en place des programmes pouvant justement susciter le goût de la lecture chez les jeunes, les intéresser à la lecture, c'est très important. Le Salek, notre objectif, c'est comment intéresser la jeunesse à la lecture et surtout montrer qu'on ne doit toujours pas continuer à dénoncer. Certes, il faut dénoncer, c'est bien pour pouvoir s'améliorer, mais en dénonçant aussi, il faut proposer des pistes de solutions. Et le Salek est une piste de solution. Nous l'avons prouvé aujourd'hui et sincèrement parlant. Le Salek serait à l'occasion de cette 6e édition un rendez-vous de transmission du savoir. Il stimule la jeunesse et donne le goût de la lecture aux élèves. Le basketball guinéen gagne du terrain à Dabola. La première édition du championnat de 2e division a tenu toutes ses promesses. 8 clubs en compétition, une semaine d'intensité et au bout, 2 équipes qui accèdent à l'élite. TSK Basket Club et Dab City Basketball. Une montée méritée au terme d'un tournoi largement disputé. Abdoulaye Diallo a suivi la finale. Voici son compte rendu.
8 clubs des 5 ligues régionales sur les 8 ont rivalisé d'ardeur en marge de la première édition du championnat national de 2e division. TSK Basket Club et Dab City Basket Club de Dabola vont jouer dans l'élite. La finale a opposé les deux équipes pour déterminer le champion des D2. TSK Basket Club se montre plus fort en s'imposant 62-53. Une victoire qui couronne la suprématie des Bleus dans le tournoi avec 5 succès en autant de rencontres jouées. Un sentiment de satisfaction. C'est un projet qu'on a monté il y a de cela 4 mois. On a cru au projet et qui nous a poussé aujourd'hui au trophée. Je suis fier de notre parcours et on a déjà fait un grand pas vers l'avenir. Cette première édition du championnat national de 2e division sonne comme une révolution du basketball à la base. Le rendez-vous de Dabola, c'est aussi l'occasion de détecter des talents pour les catégories inférieures des sélections nationales. C'est des équipes aujourd'hui qui regorgent des talents naissants. La chaîne que nous avons mise en place consiste à faire fonctionner toutes ces ligues-là. On a suivi une finale vraiment digne du nom. Et pour cela, on félicite les deux équipes pour leur montée en première division. La perspective pour la fédération, c'est trouver des sponsors. Et tout ce qu'on peut faire, c'est demander à l'État de nous accompagner pour qu'on réalise ces infrastructures en fait, dans toutes les ligues. Pour le match de classement, Galani Basket Club dispose de Milo Basket Club de Cancan 66-50 et termine sur l'une des marches du podium. Dans l'élan de faire plaisir au public de Dabola et se rapprocher davantage des jeunes basketteurs, l'équipe du président de la fédération s'est frottée à celle de Cancan dans une ambiance conviviale. Sport, bien-être et cohésion étaient au rendez-vous. Acteurs publics et passionnés se sont retrouvés autour des Katala Fitness Day, un avant-goût de la 9e édition prévue à l'hôtel Kaloum. Mekene Moussa Kamara, Djibril Kamara. Célébrer les acteurs majeurs du développement guinéen, c'est l'objectif de cette journée sportive intitulée Katala Fitness Day, une conception de l'agence Mo & Mo qui accorde du prix au travail bien fait. Le Katala Fitness Day, c'est le pré-événement de la prestigieuse cérémonie de couronnement du Katala refondateur 2026. L'idée, c'est de rassembler les acteurs de cette édition pour le réseautage, échanger, communiquer, redonner l'énergie et donner vraiment le coup d'envoi de la cérémonie qui est prévue le 24 avril 2026 à l'hôtel Kaloum. Cette journée de Katala est une journée, une 9e édition qui fait appel à l'ensemble des Guinéens pour venir communier autour du sport. Communier, c'est donner un élan de solidarité à travers le sport. Rechercher des segments de santé à travers le sport. Il sera question de valoriser l'image de notre patrimoine commun. Notre commune urbaine était totalement à l'abandon. Et quand vous rentrez aujourd'hui dans la commune urbaine, vous vous sentez à une administration vraiment saine. Et ça, c'est des acquis. Inspirer un cadre de visibilité, de réseautage et d'opportunités pour les champions sont des objectifs secondaires de la 9e édition du Katala. Et pour finir, les orchestres ont fait vibrer le public comme aux plus belles heures de la musique guinéenne. La Baguette, la bataille des orchestres, a livré son verdict après 3 mois de compétition et de performances saluées. Au sommet, un nom, le génie du livre, grand vainqueur de cette première édition. Compte rendu, Tcherno Maroufba, Ousmane Ouatta Sissé. Durant 3 mois de compétition entre les jeunes orchestres de la capitale, au compte de l'événement à la Baguette ou la bataille des orchestres, la grande finale s'est tenue cette semaine. Cet événement culturel majeur a mis à l'honneur la richesse musicale guinéenne. Il fait également revivre les grandes heures des orchestres nationaux. Cette compétition, la bataille des orchestres, on l'a initiée pour faire revivre les anciennes musiques guinéennes. Ce sont ces musiques qui identifient notre pays. Je me rappelle dans les années 60-70, voici des musiques qui ont émerveillé le continent, des musiques qui ont émerveillé la Guinée. 4 formations de la capitale étaient en lice pour cette première édition. Big Band, le génie du live, les aigles de la police et Indépendant Live.
Pendant 3 mois, ces orchestres se sont affrontés à travers des prestations intenses, mêlant reprises des grands classiques et créations originales autour du programme Simandou. La Guinée est un pays de valeurs culturelles. Donc encourageons ces jeunes et je voudrais profiter pour féliciter le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et nous sommes prêts à soutenir les initiatives comme celle-ci. Sur scène, les artistes revisitent les morceaux qui ont marqué l'histoire musicale du pays. Une immersion dans l'âge d'or des orchestres guinéens. Au terme de cette compétition riche en émotions, c'est l'orchestre Le Génie du Live qui décroche le trophée de cette toute première édition. Nous sommes contents, nous sommes très ravis. Je dis bien, ce n'est pas les génies qui ont gagné, c'est la culture guinéenne qui a gagné. Il faut le rappeler. Nous sommes émus à plus d'un titre et nous demandons vraiment à l'État de venir en aide parce que ce genre de projet doit être vraiment soutenu. Le jeune groupe, comme je l'ai dit tantôt, on doit s'occuper d'eux, on doit prendre soin de ces jeunes-là. Parce que c'est des jeunes gens, des jeunes musiciens artistes qui ont de l'avenir, qui sont prêts à prendre cette musique d'antan. Cette initiative vise à redonner vie aux orchestres. L'événement à la baguette ou la bataille des orchestres devrait également inspirer les jeunes à s'approprier la richesse culturelle du pays. Vive la musique guinéenne, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Restons fiers de notre pays, la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Très belle et reposante soirée à toutes et à tous. Bon début de semaine et à très vite.